Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Marqueur, votre podcast 100% PME et marketing durable. Pourquoi ? Parce que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé de votre PME. Je m'appelle Diane Cantan et je vous propose de vous évader dans cet épisode avec un invité où nous évoquerons sa vision du marketing durable et sa vision de l'avenir des entreprises liées aux enjeux RSE. Bonjour Assaël. Bonjour Diane. Enchantée. Merci d'avoir accepté d'être mon invité aujourd'hui pour évoquer un certain nombre de sujets, des sujets plutôt quantitatifs, des sujets de mesure qui ont certes un lien avec le marketing et la communication, qui a un lien plus global au niveau de la RSE. Si je peux me permettre de te présenter, et puis tu pourras compléter. Avec plaisir. Si tu as des éléments à compléter. Donc, Assaël Hadari, tu es philosophe de formation, cofondateur et président d'Études Occurrence, président du CELSA Alumni Sorbonne Université et secrétaire général de communication et entreprise, expert de l'évaluation de la communication et de l'éthique des données. Tu interviens aussi au CELSA, à Sciences Po Paris et à Paris Descartes. Oui. Tu es auteur de plusieurs livres, et c'est aussi comme ça que je t'ai connu, dont le dernier est Communication Marketing Responsable, sorti en 2022, que j'ai acheté et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est d'ailleurs à cette occasion-là que j'ai aperçu, il y a quelques mois, une conférence que tu animais autour de la communication responsable, et je suis venue du coup en avril 2023 sur cette thématique-là, avec des tables rondes magnifiques, des beaux invités. Et donc, tu as très gentiment accepté de faire partager tes idées, ton avis, ton expertise auprès de mes auditeurs marqueurs aujourd'hui. Donc, je t'en remercie. Est-ce que tu Merci as à toi. des points que tu aimerais préciser sur ton parcours ? Un petit élément qui est plutôt sympathique, et de ce livre dont tu parles, a reçu en fait récemment le prix de l'Académie des sciences commerciales. Voilà, c'est le Grand Prix Grand Prix 2023. Mais au-delà du plaisir de recevoir des prix, ce que j'ai trouvé plutôt sympa, c'est puisque moi je m'inscris dans cette lignée-là, de dire que la communication et le marketing est une science, et est une science aussi au service du business, et pas juste un monde parallèle. Il y aurait le business d'un côté, puis le marketing et la com responsable de l'autre. Donc j'étais franchement content de recevoir un prix, mais ce prix-là en particulier, où il y avait tous les mots qui comptent pour moi, science et commercial. C'est pas forcément évident. Pas forcément évident. Déjà, de dire que le marketing et la com sont reconnus comme une science, c'est déjà pas évident. De dire qu'ils sont vraiment contributifs du business, c'est pas évident. Et de dire que le marketing et la com responsables sont bien liés au business. Alors là, c'était vraiment pour moi que c'est l'Académie des sciences commerciales, c'est une vénérable institution. C'est plus de 63 ans. Donc, qu'en 2023, ils priment ce livre-là. J'ai trouvé, au-delà de ma personne, c'était symbolique. On est en train de changer de... Je l'ai pris comme ce symbole-là. C'est ce que je leur ai dit c'est ce que je leur ai dit en recevant le prix. Après, j'espère que c'est pas juste un élément éphémère, mais en tout cas, au-delà de ma personne, je l'ai vraiment pris comme ça, plutôt pour la thématique. Okay. Félicitations. Merci. Et pour les futurs à venir. Oui, c'est ça, exactement. J'espère. J'espère. Alors, est-ce que tu pourrais nous décrire les prestations de ton entreprise ? Oui. Occurrence. Occurrence, c'est un cabinet d'études. Donc, cabinet d'études, ça veut dire qu'on fait des études qualitatives, quantitatives, qu'aujourd'hui, on regarde d'autres formats de data, celles des data issues des réseaux sociaux, ce qu'on appelle en bon français le social listening, c'est-à-dire l'écoute des réseaux sociaux et l'analyse. Et puis évidemment, mais ça va être tout l'objet de notre échange, on intègre de plus en plus d'autres données, et notamment les données de la RSE, pour conduire en fait des diagnostics complets et avoir finalement une équation la plus complète possible pour nos clients qui sont des entreprises ou des institutions publiques. Donc une entreprise qui n'est pas nouvelle, qui date un peu. Qui date d'il y a 28 ans. Ça fait 28 ans qu'on s'est créé en 95, en effet. Tu avais déjà cet axe-là à l'époque Non, pas. Alors, le métier, oui, le métier d'être un tiers de confiance, d'être un évaluateur, de travailler sur la notion de retour sur investissement, de tableau de bord, etc. Oui, parce que ça, c'est notre signature. D'ailleurs, elle n'a pas changé depuis la création d'Occurrence en 95. C'est éclairer vos décisions. Donc, les décisions, c'est bien
les dirigeants des entreprises pour lesquelles on bosse qui prennent les décisions, mais la question c'est sur la base de quoi? Alors, on peut le faire sur juste la base de l'intuition, on peut faire sur du pifomètre, sur du doigt mouillé. Nous, on prétend que il faut ça, il faut très bien l'intuition, très bien l'expérience, mais quand même un petit peu de données, un petit peu de raison, un petit peu de rationalité, c'est pas mal. Et donc ça n'a pas changé. En revanche, pour être très clairement, la notion de RSE, de responsabilité, n'était pas du tout présente dans le projet en 95. D'ailleurs, j'ai regardé un peu, parce que je me souvenais de ce sujet-là, et en fait, 95, c'est l'année de la première COP en Allemagne. Je l'ai retrouvé pour notre échange là, mais aucun souvenir. Il n'y avait pas d'incidence par rapport à... Non, alors par rapport à mon métier, pas du tout. Ouais, ouais. non, pas du tout. Moi, je sais, peut-être on va en parler, mais je sais dater en tout cas ma rencontre, je le dis souvent comme ça, avec le sujet. Voilà, ma rencontre avec ce sujet, c'est la norme ISO 26000. Donc certains font des rencontres avec des gens. 2010. Donc moi, je rencontre une norme. Donc certains vont dire, ce mec est complètement fou. On rencontre des gens, on rencontre pas une norme, etc., etc. Mais en tout cas, quand on fait un métier de mesure, découvrir une norme qui dit la RSE, vous croyez que c'est un truc un peu de foufou, etc., etc. Mais en fait, ça se met en norme, ça se pilote, ça se monitore, ça se travaille. Et donc, en fait, parce qu'on peut voir la norme, on peut voir la RSE de ce point de vue-là, alors c'est un vrai sujet dans une langue que peut comprendre un patron d'entreprise. Là, je me suis dit, ok, là, ça m'a parlé. La norme, en plus, elle est très belle. C'est aussi surprenant de dire ça, parce que je parle de rencontre avec une belle norme. Ça peut paraître un peu surprenant, mais cette norme, elle est très, très atypique par rapport à la norme ISO 9001 qu'on connaît, ou des choses comme ça. Elle est extrêmement bien écrite. Elle est très travaillée en matière, je voudrais presque dire littéraire. Et donc, elle fait cette symbiose entre quelque chose qui est tout à fait classique d'une norme, avec des cadres, etc., une proposition de structure, etc., et en même temps, un vocabulaire, une manière d'appréhender qui est très pertinente par rapport au sujet RSE. Et assez peu d'entreprises l'utilisent ou Alors en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent des référentiels qui sont basés sur la norme ISO 26000, parce que la norme ISO 26000, quand elle est arrivée, elle a dit en fait, prenez-moi, voilà, utilisez-moi, mettez cette norme dans le fond de sauce de tous vos diagnostics RSE. Et donc, depuis, quand vous êtes certifié AFNOR RSE, en fait, au fond, c'est la norme ISO 26000. Quand on est certifié Lucie, c'est la norme ISO 26000. Quand on est certifié dans notre secteur agence active, agence RSE responsable, c'est la norme ISO 26000 qui est derrière. Donc parfois on ne sait pas forcément, enfin on ne sait pas, on devrait savoir, mais et puis voilà, donc la norme RSE en fait elle a fait son job, c'est-à-dire qu'elle a été là pour vraiment évangéliser, pour être un embryon, plein de petites choses qui sont nées depuis. Alors c'est là où on a une contradiction, puisqu'on peut dire on est certifié ISO 9001, 27001, 14001. Et finalement, l'ISO 26000, on ne peut pas dire... Non, on peut dire qu'on est engagé dans la norme. On peut dire qu'on est engagé dans la norme, puisque alors c'est à la fois la beauté dont je parlais tout à l'heure, et peut-être la limite aussi dans l'usage. C'est un frein, c'est tout le monde... C'est le côté, mais ça, c'est ce côté un peu old school. Quand on a une norme, on veut absolument pouvoir dire j'y suis, etc. Or, la norme ISO 26000, elle dit, en fait, non, tu ne seras jamais pleinement RSE, parce que c'est un chemin. C'est pas un aboutissement. Et donc, ça, évidemment, moi, le premier, je suis patron d'une PME, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je me décarcasse, et donc, je peux même pas mettre un énorme tampon, je suis... et donc, alors après, je vais appeler ça, parfois, j'appelle ça un peu, de manière méchante, les marchands du temple, mais il a fallu, à un moment donné, que tous ces organismes de certification trouvent un moyen. Donc, c'est pour ça qu'ils ont remis une couche sur la norme ISO 26000, pour eux dire, pour pouvoir mettre des 3 étoiles, des notes, etc. Moi, je suis, par exemple, je suis certifié par la norme ISO 26000 AFNOR. Je le regrette, mais leur système est une note sur 100. Donc ça sous-entend que je pourrais être à 100 sur 100. Et ça, être à 100 sur 100, c'est assez contraire avec la norme ISO 26000.
Il y a Voilà. cette ouverture ou ce système d'amélioration continue, un peu Exactement. comme la roue de Newton, Exactement, PDCA, c'est PDCA, Check Act, exactement. et en permanence en train de Et pour, faire avancer cette roue. exactement, ou parfois je prends un exemple qui est hors du sujet, mais qui est l'échelle de Richter. L'échelle de Richter sur le tremblement de terre, c'est une norme ouverte. C'est-à-dire que en fait, c'est pas un tremblement de terre de 8 sur 10 ou c'est un jour peut-être qu'il y aura un énorme tremblement de terre à 14 sur 14. Enfin, et en fait, la RSE, c'est plutôt apercevoir. Et j'aime bien faire le parallèle justement avec l'échelle de Richter et ce que ça sous-entend. C'est-à-dire que oui, parfois la RSE peut ou doit être un petit tremblement de terre et qu'il est sur une échelle de mesure ouverte. Et c'est aussi toute la complexité pour un dirigeant de PME que tu citais, pour toi ou pour d'autres, exactement. Qui ont du mal à s'y retrouver avec toutes ces normes et ces certifications ou ces démarches. Ouais. On parle aussi avec les missions et raison d'être avec le label Bicorp, il y a Ecovadis qui est plutôt aussi souvent demandé dans les appels d'offres. Tout à fait. Il y a un gros... Il y a trop. Il y en a trop et finalement les entreprises se disent est-ce que je vais y arriver dans quel axe toi tu as choisi AFNOR ISO 26000 avec cet axe-là, tu as aussi écrit des livres, en tout cas au moins un que j'ai pas loin sur l'ISO 26000. Quels sont les 7 grands principes qui sont importants à gérer d'un point de vue de dirigeant d'une entreprise? Pour tes auditeurs, en tout cas, par rapport à la multitude, je pense c'est un choix, il faut choisir une norme. Idéalement, regardez surtout si derrière ce qu'on vous propose, il y a bien la norme ISO 26000, parce que c'est la plus robuste, la plus complète. C'est-à-dire qu'elle sera, sinon, c'est-à-dire que vous allez vous engager dans une démarche parcellaire qui est... Donc, et c'est ça l'intérêt de la norme ISO 26000. Ensuite, qu'on mette une couche Lucie ou autre chose, pourquoi pas. Mais il faut que le fond soit la norme ISO 26000 parce qu'elle est exhaustive. C'est-à-dire que la norme ISO 26000, elle pose, on parle parfois de la marguerite. Si vous allez voir des images, vous tomberez souvent sous un format un peu de marguerite avec on appelle les 7 questions centrales de la norme ISO 26000. Et en fait, en regardant juste ce dessin-là, vous comprendrez cette dimension holistique, la dimension de complétude de la norme. Elle passe en revue l'interne, la loyauté des pratiques, évidemment l'environnement, etc., le droit du travail. Enfin, toutes les composantes de la RSE sont prises en compte et justement pas une partie. Et son dernier grand mérite, c'est de dire il y a le cœur de la marguerite, le cercle du milieu, qui est la gouvernance. Et donc, en fait, elle vient vraiment... C'est pour ça que c'est une norme, je trouve, très... de patron, quoi. Enfin, une norme qui engage le dirigeant parce qu'on lui dit mais tu peux faire plein de trucs sur plein de sujets, tant que tu n'as pas intégré la RSE dans ta gouvernance, en fait, tu n'y es pas. Tu n'y es pas, tu n'y es pas. Pour tes auditeurs, donc, je vous dis, j'étais engagé dans cette norme, je me sens plutôt, en tout cas intellectuellement, en avance, etc. Moi, je n'ai que 47 sur 100 à la norme ISO 26000. Et pourquoi c'est intéressant et pourquoi ça ne me choque pas d'afficher alors que je me pensais... j'étais déçu, quand on arrive à 47, on est déçu. On se dit, on a l'habitude, à l'école, j'aurais pas eu mon bac, j'ai pas la note, j'ai pas 10, j'ai pas la moyenne, on n'est pas content. Mais ensuite, on se dit, mais voilà à quoi ça sert une norme, c'est que je sais où je suis pas bon. Je sais où je dois progresser. Et ça, c'est quand même magique, quoi. C'est-à-dire qu'on vous laisse pas dans la pampa en vous disant t'y es pas, en disant et puis je te dirai pas où il faut aller améliorer, quoi. Donc là, en fait, vous avez ça. Moi, je sais très bien, par exemple, je partage avec tes auditeurs, là où je perds quasiment 20-25 points, c'est sur les sous-traitants. Mes sous-traitants n'y sont pas. Enfin, ils sont pas. Je n'ai pas pu récupérer d'informations, ils ne m'en ont pas donné, et donc mes sous-traitants, qui est une partie importante. La RSE, c'est pas juste celle de l'entreprise, c'est celle de son écosystème. Et donc, mes sous-traitants n'y sont pas. Et là, ça me met face à mes réalités. C'est est-ce que je change de sous-traitant ? Est-ce que j'arrive à contraindre mes sous-traitants d'y aller ? Ce qui n'est pas simple. Puis changer de sous-traitant, c'est compliqué. J'en ai qui sont, on est habitué à des pratiques communes, ça fait 10 ans, 15 ans, etc. Et donc, c'est pas simple pour gagner. Je sais, c'est ces 20-25 points qui seraient importants. Mais je ne sais. Aujourd'hui, on a mis en place des chantiers pour essayer de les gagner, mais ça n'est pas, c'est pas évident. Alors, tu as ce retour-là de toi vis-à-vis de tes sous-traitants, mais ce qui sous-entend aussi que
tes clients Mmh. ont la même Tout à perception fait. vis-à-vis de toi, puisque Exactement. tu es leur sous-traitant. Exactement. Quel type de clients tu gères et comment tu les Ah. accompagnes? On travaille, on va dire, allez, on va faire 3 tiers, grandes entreprises, institutions publiques, on va dire toutes les formes d'institutions publiques, depuis les collectivités locales jusqu'à des agences ou même la Commission européenne. Et puis un paquet plutôt d'ETI, PME, ETI, plutôt ETI aujourd'hui. Et je vois que là, en étant prestataire pour eux, je vois que dans les demandes, cette dimension-là, est-ce que mon fournisseur est engagé d'une manière ou d'une autre? Quand même, ça me rapporte des points. Même si je suis le premier à dire que être engagé dans la norme ISO 26000, ça ne m'a pas fait gagner un client, dans le sens, je sais flécher le fait qu'on a été retenu parce qu'on était ISO 26000 ou engagé dans une norme RSE. En revanche, je vois que je gagne des points dans les appels d'offres. Voilà. Qu'évidemment, par rapport à la réponse, comme on dit, la réponse technique, et puis à la réponse sur le prix, le fait que je sois engagé dans une norme RSE pèse peu. Néanmoins, je vois que je gagne des points par rapport à d'autres. En tout cas, tu as encore cet avantage-là, ou cette Exactement. avance. Oui. Oui. Et particulièrement, oui, c'est ça. Et particulièrement dans les appels d'offres publics. Donc là, si parmi tes auditeurs, il y a des gens qui travaillent pour le public, là, clairement, ça commence à devenir un élément plus que nécessaire. C'est un point, je pense, qui va commencer à faire vraiment la différence, et ceux qui n'y seront pas, là, peut-être un jour, perdront des marchés. Dans les prestations que tu proposes, ou que propose le cabinet Occurrence, on est aussi sur ce point de départ, d'état des lieux, de mesure, pour des prises de décision X ou Y. C'est en fait notre métier pour un dirigeant ou la responsable marketing ou communication, c'est comme je dis souvent, c'est un GPS. C'est-à-dire que on va l'aider à cheminer dans un terrain qui peut être plus ou moins hostile ou plus ou moins concurrencé. Et pour qu'un GPS fonctionne, en fait, on s'en rend pas compte parce que ça s'est fait automatiquement dans nos GPS, mais il faut lui dire où on veut aller. Et puis, en fait, il faut lui dire aussi où on est. Sauf que, bon, là, comme il nous repère, il nous géolocalise, on n'a pas besoin de lui dire où on est. Mais dans le monde des études, dans le monde dans mon métier, nos études servent vraiment à objectiver l'état initial, le T0, pour arriver à ensuite pouvoir définir ces axes de progrès, l'angle de la pente. Voilà, est-ce que on va monter une petite colline, ou est-ce qu'on va franchir le Tourmalet pour les amoureux du cycliste, du Tour de France. Quelle est la nature de la pente si on ne sait pas d'où on part? C'est très compliqué et là je pense vraiment aux patrons de PME, où on sait qu'on va peut-être avoir des investissements, que 1 euro est 1 euro, qu'il y a un sujet d'arbitrage ou de la notion de juste allocation, allouer ce dont on a besoin, et ben pour ça, il faut avoir une clarté du point de départ et de l'objectif du point d'arrivée. Il y a effectivement ce niveau, quand on aborde la RSE, quand on se dit on a envie de faire du marketing durable et faire un challenging d'offres, de produits ou de services, ça sous-entend, comme tu le disais, des investissements supplémentaires. Est-ce que le dirigeant de PME est prêt à l'entendre? Jusqu'à quel pourcentage versus son chiffre d'affaires il doit garder ou anticiper pour les années à venir? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est perçu comme dès qu'on parle de RSE, que ce soit sur le fond du sujet, sur le modèle économique, sur l'offre, le produit lui-même, ou bien sur sa dimension marketing, c'est toujours perçu là en ce moment comme même parfois une dépense. Moi, je préfère parler d'investissement, mais bon, un investissement supplémentaire, un coût additionnel. En fait, ce que je vois, c'est que petit à petit, on change le logiciel. Donc en fait, le marketing responsable, le fait de penser des offres ou des produits d'emblée responsables, ça va devenir l'hygiène de travail, la routine, la norme, en fait. Donc en fait, aujourd'hui, c'est le temps de la transition qui peut apparaître comme plus coûteux, mais finalement, je vois des entreprises qui ont déjà évolué. En fait, elles sont déjà, comme on dit en bon français aussi, by design. Enfin, elles sont déjà dès l'intention et dès la conception des choses,
dans ce mode où elles prennent en compte les impacts environnementaux, sociaux et sociétaux. En fait, c'est pas un coût supplémentaire à partir du moment où on réfléchit de cette manière-là. Ce qui est un coût supplémentaire, c'est quand on essaye de faire vivre deux mondes. Et là, voilà, il faut qu'on fasse vivre à la fois les offres et les produits et le marketing d'avant et quelque chose qui serait ceux de demain plus responsable. Là, en effet, c'est additionnel. Et finalement, tout le monde est imbriqué les uns dans les autres. C'est-à-dire les plus gros entraînent les plus petits, Oui, mais les plus petits ont aussi besoin d'anticiper et de se différencier. oui. Et est-ce que le cabinet, en l'occurrence, enfin, tu vois, jusqu'où va ton étape d'accompagnement avec l'état des lieux et la Oui. mesure, le début, le bas de la montagne? C'est ça, exactement. Bah, en fait, nous, ce qu'on ne veut pas être, parce que ça, c'est notre philosophie depuis 28 ans, c'est qu'on veut pas être, on veut garder la dimension tiers de confiance et ne pas être jugé parti. Donc, en fait, on mesure, on objectivise, on fait des recommandations, on fait même parfois des ateliers, ce qu'on appelle de design thinking, ou des ateliers de création pour passer des constats à un plan d'action. Mais la mise en œuvre du plan d'action, on veut surtout pas en être, alors que ce serait là aussi très cyniquement du chiffre d'affaires à portée de main, mais on veut surtout pas faire ça parce que là, on deviendrait, on perdrait notre neutralité. C'est-à-dire que, imaginez un peu si demain, je sais pas, vous faites une radio, vous avez un diagnostic médical, et puis que la personne vous dit que vous avez un problème de genou, et puis vous dit, bah, justement, mon fils, mon cousin, ma femme, c'est le spécialiste du genou, allez le voir. Bon, on se dirait peut-être que le diagnostic n'est pas complètement impartial. Voilà. Donc, nous, on essaie de résoudre ça à notre échelle. C'est tentant, hein. Ça va typiquement quelque chose qui est tentant commercialement. Voilà. Mais que vraiment, depuis 28 ans, on ne fait pas. En revanche, puisque justement, on n'a aucune arrière-pensée mercantile après notre travail, alors en revanche, on se permet d'aller très très loin dans les recommandations et d'être très... ça donne beaucoup de liberté de ton. Enfin, c'est-à-dire que voilà, on n'a pas à recommander le scénario A, B ou C. On est vraiment très... on peut aller très loin dans les... Et même, un peu, pas dans la provocation, mais c'est pour ça que je parlais un peu de tremblement de terre tout à l'heure. On peut aller assez loin dans le fait d'être un peu le perturbateur ou le secouer la pulpe, parce que on ne cherchera pas à vendre quelque chose derrière. Et en fait, ça, c'est une position assez... à court terme qui peut se dire on perd de l'argent et puis en fait assez vite on se dit mais quel confort de travail. Dans les recos de clients que tu as pu avoir, est-ce qu'il y a eu cette notion de disrupter complètement l'offre ou de dire carrément même je peux être amené à suggérer dans les hypothèses de supprimer une gamme de produits, de services parce que ça ne rentre pas dans les attentes futures des consommateurs qui sont en lien avec cette démarche durable responsable? Alors oui, plusieurs réponses dans ta question, mais oui, ça arrive qu'on aille jusqu'à proposer dans l'innovation, soit on parle de l'innovation incrémentale, soit on parle d'innovation rupturiste. Et donc quand c'est rupturiste, ça peut remettre en question des états de fait ou des lignes de produits ou la manière de présenter ou même une offre. Donc il peut y avoir en effet des scénarios qui sont réellement rupturistes où on va aller assez loin dans l'échelle de Richter, hein, des tremblements de terre. En revanche, il y a quand même toujours un point, et ça on pourra en reparler parce que ça peut être un peu contre-intuitif, c'est que la question est, la sous-question dans ta question, c'est est-ce que c'est par rapport à un point de vue de consommateur? Et en fait, parfois le consommateur est beaucoup plus réactionnaire et conservateur que l'entreprise. Et c'est ça, en fait, c'est dans ces cas-là que c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'en fait, le consommateur, il n'est pas forcément prêt. Il aime bien son Nutella et il a envie d'avoir du Nutella, quoi. Voilà. Et si on lui fait à moins 50%, il y a d'un seul coup une émeute dans un supermarché. Donc en fait, c'est pour ça que ça replace beaucoup plus c'est pour ça que moi je parle plutôt de marketing responsable que durable, parce que ça remet un mot qui est important, c'est que le dirigeant d'entreprise, il est responsable. Responsable, ça s'applique
plus à une personne morale, l'entreprise, à une personne physique qui est le dirigeant, alors que durable, on sait tous qu'on n'est pas durable nous-mêmes. Donc, voilà. Donc, alors que responsable, on peut quand même avoir l'espoir de l'être. Donc, c'est la différence que tu fais entre C'est le ouais, responsable et le durable, c'est- parce que souvent on a ouais. marketing responsable, Ça, marketing c'est durable. ouais. C'est ta vision. En fait, ça, c'est plutôt l'argument pour impliquer mon interlocuteur qui est le dirigeant d'entreprise en lui disant, toi, tu es responsable, mais tu n'es pas durable. En fait, tu sais, tu vas pas durer. Mais par contre, pendant tout le temps de ta vie, tu vas être responsable. Donc, c'est une manière de... Après, il y a l'autre nuance plus technique, c'est que dans responsable, souvent dans durable, il y a principalement, on va dire, l'idée d'environnement. Alors que dans responsable, il y a aussi tous les autres enjeux qui ne sont pas que l'environnement, c'est les notions de diversité, les notions d'inclusion, etc., etc., que moi, je retrouve plus, justement, cette norme ISO 26000, c'est-à-dire la dimension, ces fameux 7 piliers de l'ISO 26000, je les retrouve plus dans nos responsables que durables. Voilà. Mais sinon, ce petit... ce petit point plus personnel, je pense que c'est comme ça aussi que le dirigeant doit percevoir quand nous on arrive avec un diagnostic. Il peut y avoir parfois, encore une fois, une vision un peu confortable en disant bon, je me sens engagé, mais puisque mes consommateurs n'ont pas l'air super engagés, ben on va rester plan-plan. Voilà. Et donc c'est là où il y a un effet de courage, on peut appeler ça comme ça, je pense, de courage, d'intuition, où là, c'est là où d'autres éléments peuvent prendre le pas. Mais quand on regarde les françaises, ça peut être décevant, ça peut être triste, ça peut être ce qu'on veut, mais nous, toutes les études convergent vers le fait que la France, les Français, dans leur ensemble, il n'y a pas de génération Greta, que quand on regarde des chiffres un peu violents, les Français continuent, et c'est même des pics, ils jettent 8 kilos de vêtements par an, ils ont 5,6 écrans par foyer, et on est devenu en 2022 le deuxième pays après les États-Unis en nombre de piscines par habitant. Après les États-Unis, quoi. Après les États-Unis, c'est la France. En ratio piscine, donc on dit aux Français qu'il y a un chaos climatique devant nous. Leur première urgence, c'est de se faire construire une piscine. Parce que, bah oui, ça va rafraîchir, quoi. Donc c'est pour ça que c'est... Et donc, vous voyez, c'est là où... c'est là où on peut pas tout attendre. Et c'est ça qui peut parfois être perturbant pour un dirigeant et qui peut lui faire peur. C'est que l'entreprise, au travers de ses offres, au travers de ses produits, elle a une grande partie de la transformation. Et si on s'en remet que aux consommateurs, clients, citoyens, non. Il y a un axe visionnaire que le dirigeant doit avoir. Je pense, oui. Et c'est vrai que moi, en marqueur, le mot de marketing durable, puisque j'intègre cette notion de durabilité dans le temps de l'offre ou du service, bien après la vie du dirigeant qui va s'arrêter. Et je le vois de façon plus globale, et aussi parce que le marketing dit durable, j'intègre aussi la notion de responsable, et synonyme de marqueur de la bonne santé de l'entreprise. Pour moi, c'est le cœur du départ. C'est-à-dire que si un jour le dirigeant a décidé de créer son entreprise, d'entreprendre, c'est parce qu'il avait une proposition d'offre, de produit ou de service, et qu'il y avait un besoin en face. Donc il a bien eu cette démarche de création d'offres, de marketing, et que quand on le fait avec le cœur, forcément, on embarque les gens plus loin. Qu'est-ce que ça t'inspire, alors déjà, il y a marqueur? Alors, ouais, je vais répondre sur ce point-là, mais tu as employé un autre mot avant, qui est la notion de besoin. Et en fait, si on est sur le besoin, certes, mais en fait, il y a là où ça coince pour moi, c'est qu'on est très souvent sur le fait de donner envie et pas simplement de répondre à un besoin, en fait. Et ça, c'est quand même... c'est quand on regarde l'histoire du métier de marketeur et de communicant, là, je laisserai tes auditeurs aller farfouiller, voir la vie et l'œuvre d'un dénommé Ernest, qui est un peu le père de nos métiers, début du XXe siècle, qui a un peu posé tous les fondamentaux qui restent assez valables sur la notion d'influence, sur la notion de désirabilité, d'attractivité, etc., qui a une vie très très singulière. Lui, une des citations qu'il a rendu célèbre, il a écrit un livre qui s'appelle Propaganda, donc
Et une des phrases il évoquait souvent en disant: «Mon métier, c'est de souffler aux gens des rêves qu'ils n'ont pas encore eus». Et donc là, on n'est pas du tout sur un besoin. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur le fait on n'a pas besoin de Nutella. Enfin, j'ai rien spécialement contre Nutella, enfin un petit peu, mais pas plus que ça. Mais on n'a pas besoin de Nutella fondamentalement pour vivre. On en a envie. Et donc la question, c'est cette envie. Il y a quand même un bon nombre d'entreprises, de PME, de TI, de grandes entreprises qui sur l'envie des gens et pas sur leurs besoins. On n'a pas besoin d'avoir 8 kilos de vêtements par an qu'on jette. On en a envie. Et c'est toute cette nuance entre consommer moins mais mieux ou consommer utile. C'est-à-dire, effectivement, j'ai eu la chance d'échanger avec Jacques Attali, pas si longtemps que ça, sur l'impact positif du soloprenariat. Et il aborde cette économie de la vie versus la mort. Donc, l'ensemble des entreprises qui devraient se poser la question de est-ce que mon produit, mon offre est utile pour la planète? Est-ce qu'il y aura une utilité pour les générations futures? Et donc, il fait un distinguo avec les entreprises qui devraient mourir ces prochaines années et d'autres qui vont perdurer parce qu'il y a cette notion d'utilité. Et donc, effectivement, de répondre à un besoin. Tu cites le textile, c'est une évidence. On pourrait vivre des années sans avoir à produire de nouveau un mètre de tissu ou un mètre de produit, et on peut habiller toute la planète avec, en fait. Et en même temps, en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas forcément une réponse, parce que moi, j'essaie toujours d'être, c'est peut-être mon propre de mon métier ou la déformation professionnelle, mais j'essaie toujours d'être mesuré. C'est vraiment sans jeu de mots, vraiment, mais j'ai quand même pas de vision très claire sur mais qu'est-ce qu'on fait de ces dizaines de millions d'emplois, ou peut-être centaines de millions d'emplois à l'échelle du monde, sur ça, à la place de ça? Ok, on enlève le textile, on enlève la voiture, ouais, mais on parle de centaines de millions. Enfin, on ira, ça parce que là, on est sur des besoins d'occidentaux, mais qui font vivre l'économie. Aussi. Et c'est pour ça que moi, je suis pas du tout condescendant sur la notion de financement nord-sud. Voilà, c'est un vrai sujet aussi. On dévie un peu. Oui, on dévie un peu. Mais par exemple, sur ces sujets, voilà, c'est quand même sur ces sujets-là où c'est pour ça que moi, dans la notion de responsable, et d'ailleurs dans l'ISO 26000, il y a bien la dimension économique de l'entreprise aussi. Elle doit avoir une croissance, enfin, l'ISO 26000 ne plaide pas, enfin, d'une manière générale, ne plaide pas pour la décroissance, par exemple. Et donc c'est un point, ça c'est des points durs que j'ai souvent dans les débats que j'ai avec des gens de la communication ou du marketing, où il peut y avoir des gens plus, on va dire, plus militants, voilà. Et donc on a des débats sur ce point-là. Pour vous donner un exemple, là aussi il faudra aller voir, mais il y a une publicité pour Renault, un véhicule Renault hybride très récent, où en fait on voit quasiment pas le véhicule en mouvement. Il est arrêté dans le garage. On voit la même pub. Voilà, il y a à un moment donné, il pleut et la dame ouvre la voiture. On croit évidemment qu'elle va monter dedans. En fait, elle prend juste le parapluie qui est dans sa voiture. Le matin, il y a ses enfants, ils sont en retard. On comprend qu'ils sont en retard pour aller à l'école, mais finalement, elle va leur dire allez, on y va à pied. Un peu contre l'avis de ses enfants qui auraient préféré y aller paisiblement, etc. etc. Et ça, c'est une publicité qu'on n'aurait pas vue il y a encore 3 ans. Voilà. Néanmoins, quand je discute avec un certain nombre de mes petits camarades, ils me disent oui, mais ça reste une publicité pour vendre une voiture qui pèse, je sais pas, je ne connais pas le 500 kilos, enfin voilà, etc. etc. Et donc, on a des débats sur... mais voilà, on est toujours dans un sujet de consommer la propriété d'une voiture. C'est ma voiture qui est dans mon garage, même si c'est pour pas bouger, ce qui est d'ailleurs le cas, pour le dire, de la majorité des voitures, en tout cas pour les gens qui dans un monde urbain. Donc voilà, c'est des débats qu'on peut avoir comme ça et qui à la fin, viennent questionner en effet plutôt le sujet croissance, décroissance, monde capitaliste, etc. Mais on s'éloigne un peu. Mais par rapport à ce que tu évoquais sur le marqueur, et ça c'est un point sur lequel je te rejoins en partie, mais on peut avoir un point ensuite mais là aussi c'est ma déformation professionnelle. Moi, le sujet du cœur, je le vis, et en tout cas ça a été un élément qui est très en amont, c'est l'étincelle. Pour moi, c'est vraiment l'étincelle qui fait que je bascule et que j'agis, mais ensuite c'est moins ma boussole durablement. C'est-à-dire que je suis
plutôt un être à sang plus froid peut-être. C'est-à-dire que le, je, je trouve que pour durer, on a besoin d'une boussole peut-être un peu plus austère, mais plus de type tableau de bord, indicateur, etc., etc. Et je me méfie dans la durée de pas du cœur, mais de quelque chose qui aurait pu être une passade. Alors, je pense que moi, je suis marié depuis 27 ans, donc je ne suis pas concerné, mais en fait, en France, il y a quand même. En fait, le taux, c'est 45% de divorcés, en fait. Donc, je me dis, c'est que malheureusement, peut-être parfois, notre cœur qui nous a dit qu'on aimait quelque chose, ou quelqu'un, 1 an, 2 ans, 3 ans, 7 ans plus tard, il nous dit qu'en fait, on l'aime plus. Et donc, parfois, je m'en méfie parce que je pense qu'il peut être un peu versatile ou un peu changeant, etc. Et je me dis, bon, voilà, l'au bout à 100 degrés, ok, c'était vrai il y a 100 ans, c'est vrai demain, ce sera vrai. Et donc ça, là, il y a l'étincelle du cœur pour moi, il y a voilà, le twist qui se fait qu'à la fin, on s'aligne vite, mais ensuite, mon sujet, c'est plutôt la balance, quoi. C'est-à-dire que, en fait, la balance, c'est-à-dire que pour faire durer une action, pour l'améliorer dans le temps, voilà, mon driver, ça va plutôt être ça. Et les deux sont pas du tout, dans des mondes parallèles. Et moi, un des bouquins que j'ai écrit, j'ai l'air très pénible, enfin, sur la mesure, sur les KPI, sur machin, etc. La préface du livre, c'est Philippe Conticini qui l'a fait, donc champion, pour ceux qui regardent les émissions sur la pâtisserie, là, vous le voyez de temps en temps. Il a été champion du monde de pâtisserie. C'est vraiment Et en fait, lui, il explique assez bien ça dans la préface qu'il a eu la gentillesse de me faire. Il explique à quel point il y a un élément très instinctif, voire presque animal, voire très passionné, passionnel quand il crée. Où là, il va faire des essais, des erreurs, il va aimer, détester, justement. Enfin, ça va être un moment de très, 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 voilà, très fou, presque. Et puis, à un moment donné, il a sa recette, et là, son sujet à lui, c'est comment mon Paris-Brest, tous les jours, il a le même goût, tous les jours, il a le goût parfait, tous les jours, dans toutes mes boutiques, il est pareil, il est parfait à ma vision créative du départ, et là, il a une balance à 0,1 g. C'est-à-dire que là, on déconne plus. Enfin, on déconne plus. On n'est plus on ne touche plus. Il n'y a pas d'erreur possible. Ouais, il n'y a plus d'erreur parce qu'à un moment donné, il y a cette notion de pérennité de la recette, pérennité de la qualité. Et il y a la phase hyper créative, où peut-être qu'on va faire 1000 Paris-Brest. Voilà. Et puis à la fin, ok, il faut que le grammage de sel il soit constant, quoi. À 0,1 g, enfin des trucs qu'on n'a même pas dans nos, dans nos cuisines, voilà. Voilà. Et donc c'est ce mélange-là qui, en tout cas moi, qui m'anime beaucoup. Alors tu parlais de KPI et d'indicateurs. Quels sont les indicateurs clés qu'un directeur market ou un directeur com peut suivre? Et puis après, on abordera peut-être des indicateurs plus globaux RSE que le dirigeant d'entreprise peut gérer. Encore une fois, de 1995 on va dire, à 2000, ma rencontre avec cette fameuse norme ISO 26000, 100% de notre activité, et ça reste encore une grande partie de notre activité, c'était vraiment de mesurer cette notion de retour sur investissement. C'est-à-dire, on confie au directeur marketing, à la directrice marketing, des ressources, des moyens, etc., etc. Et en face, on lui demande d'optimiser cette ressource ou de créer de la valeur avec cette ressource. Souvent, il y a ce qu'on appelle, alors là je vais employer 2 mots un peu intello, mais il y a ce qu'on appelle des effets cognitifs, c'est-à-dire que ce qu'on demande à un directeur marketing, c'est de transformer l'opinion. C'est là où on retrouve la notion d'influence. Transformer l'opinion, ça commence par de la notoriété. C'est-à-dire, voilà, je dois faire connaître ma marque, mon produit, mon offre. Je dois ensuite la faire comprendre, parce que connaître, c'est pas comprendre. On doit comprendre, par exemple, pourquoi mon prix est mon prix. Si je suis dans une offre un peu premium, pourquoi ton produit à toi, il vaut 15% de plus que le concurrent. Ça, c'est encore cognitif, mais c'est aussi le travail de pédagogie, de faire comprendre. Et puis ensuite, on va éventuellement avoir une étape encore d'indicateurs, donc c'est des KPI cognitifs, c'est la notion d'adhésion. Notamment quand on est dans l'innovation, c'est ce qu'on teste beaucoup, est-ce que le niveau d'adhésion à une innovation. Et puis il y a une dernière étape qui est encore le stade ultime des effets cognitifs, c'est la notion d'incitation à. Voilà, ça on mesure tout ça, et c'est des KPI dans le tableau de bord du
directeur marketing, il y a tout ça. Et après, on passe dans des indicateurs qui sont ce qu'on appelle des indicateurs conatifs, d'effets conatifs, c'est les comportements. Donc, ça peut être, par exemple, le fait que quelqu'un clique et je génère un lead. Générer un lead, le nombre de leads générés, c'est souvent des indicateurs de base du directeur marketing en termes de ROI. Tout ça, en fait, ça s'inscrit souvent dans ce qu'on appelle, là aussi en bon français, un funnel ou un entonnoir. Et puis, j'aime bien l'expression parce qu'elle c'est un mot qui nous vient du religieux, c'est la notion de conversion. On n'arrête pas de dire, enfin, le directeur marketing, il convertit. Il convertit des gens qui ne connaissaient pas la marque en personnes qui connaissent la marque, qui ne comprenaient pas, qui la comprennent, etc. Et on fait tout le cycle. Et ça, c'était avant. Enfin, c'était avant. Ça reste une vérité. Les KPI classiques. Voilà, les KPI, voilà, parce que il y a cette dimension business sans chiffre d'affaires. En fait, il n'y a pas non plus de RSE. Donc, mais aujourd'hui, il y a une nouvelle injonction légitime qui arrive en disant, OK, tu dois avoir un ROI et en même temps, et là c'est un élément majeur, tu dois veiller à minorer tes impacts environnementaux, sociaux et sociétaux. C'est-à-dire que oui, tu vas continuer à faire ton salon professionnel parce qu'il est majeur pour ton business, tu vas avoir un stand sur ton salon professionnel, mais ce stand, tu vas le faire différemment, tu vas le penser différemment, tu vas je sais pas si tu as des... et c'est pas que on verra, ce n'est pas que des indicateurs carbone ou etc. Tu vas aussi probablement penser les choses différemment sur ton stand. Nous, on travaille beaucoup sur la dimension événementielle, sur la mesure de l'impact de l'événementiel. Il y a un élément qui change très très radicalement depuis déjà plusieurs années. C'est par exemple le fait que les hôtes et les hôtesses ne sont pas forcément des mannequins. Et oui, là, on n'est pas sur du carbone. Oui, on n'est pas sur du carbone. L'inclusion, voilà, la diversité. Exactement. Moi, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, par exemple, dans les agences d'hôtes et d'hôtesses, je crois que vous n'aviez pas plus que de la taille 40 ou au 38, un truc comme ça, quoi. Donc, en fait, et ça, alors, je ne dis pas que c'est plus le cas, pas du tout à 100%, mais c'est plus du tout le cas. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins le cas. Donc, en fait, on n'est pas que sur des sujets carbone. Et on n'est pas que sur... je me souviens encore, dans des grands salons professionnels, il n'y a encore pas si longtemps que ça, mais plus récemment, pour attirer le chaland, on avait parfois même des défilés qui n'avaient rien à voir, des défilés de jeunes filles en maillot de bain qui n'avaient rien à voir avec le sujet, le propos du stand, quoi, en fait. Bon, ça c'est fini. Mais heureusement, il y a des grands événements aussi qui ont donné le ton. Le Tour de France, il s'est radicalement transformé aussi par rapport à ça, hein, sur tous les plans. Carbone. Des critiques aussi. Exactement. Il y avait des critiques, etc. Et donc, et ça fait 4 ans que ASO fait des grands efforts, et c'est très bien, et c'est pas fini, les efforts continuent, etc. etc. Donc, les JO l'année prochaine. Exactement. Complètement. Tout sera scruté aussi. Totalement. Et voilà, exactement. Par exemple, je sais pour avoir suivi un peu le sujet, vous aurez mais c'est là où je pense que cet exemple-là, sciemment, parce que vous allez voir, il y a cette ambivalence, vous n'aurez quasiment plus d'accès à des bouteilles de coca, mais ce sera du verre consigné et des fontaines. Mais d'autres gens pourraient me dire, ah, mais ça reste du coca. Et, c'est comme tout à l'heure avec la voiture, c'est-à-dire que Coca va vendre du Coca, simplement ils vont le vendre différemment que le faisaient avant. Et c'est là où on peut avoir des degrés d'idéologie, enfin des degrés vis-à-vis du sujet qui peuvent varier. Moi, j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein et de me dire c'est un progrès, c'est une amélioration notable, etc. etc. D'autres qui ont une vision un peu plus stricte ou radicale, ou c'est tout simplement un sujet d'urgence, peut-être pas sur lequel je peux m'auto-diagnostiquer en disant j'ai peut-être pas le même niveau d'urgence que d'autres, vont avoir une position pas similaire à la mienne. Est-ce que tu peux me citer quelques actions durables et responsables dont dépendent les équipes market? Donc, en tout cas, quand on réfléchit à, si on veut demain se dire, je me mets à faire non plus du marketing, mais du marketing responsable. Et moi, je rajoute toujours, pour pas oublier l'autre dimension, en fait, on fait du marketing efficace et responsable. Pour que les deux mots cohabitent tout le temps, pour pas qu'on se dise, tiens, d'un seul coup, mes équipes, s'il y a des dirigeants de PME, ils me disent, bah oui, mon directeur marketing, je le paye pas pour sauver la planète, en gros.
oui, il faut qu'il ait toujours, je vous confirme qu'il faut qu'il ait toujours des indicateurs de ROI. Mais Ouais. voilà, il doit avoir en plus des indicateurs. Donc, on va avoir des indicateurs de type, et moi je parle souvent d'éco-socioproduction et pas juste d'éco-production. Donc, les actions de marketing, on doit les éco-socioproduire. Et on peut mesurer. Et là, on va me dire, ah là, mais mesurer son bilan carbone, il faut un prestataire. Eh ben non, aujourd'hui, on a des outils, certains outils qui sont gratuits. On a une calculette universelle gratuite qui est fait par l'Association des agences conseillers en communication, la ACC. C'est un tableur Excel bien fait avec EY. C'est fiable, c'est simple. Et en tout cas, si on veut... Sur toute la partie événementielle. Sur toute la partie notamment com. événementielle, objets publicitaires, Ouais. vidéos, etc. Donc, si vous faites de la publicité, bon, là, c'est plus pour des annonceurs, voilà, mais il y a aussi ça. Et en fait, résultat, on peut s'y mettre sans effort. Enfin, c'est-à-dire que c'est pour ça que on dit toujours, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Hein, et avant, sur le chemin, on me disait, ah ouais, il y a la volonté, mais quand même, tout ça, ça coûte cher et tout. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus que la volonté qu'il faut mettre en œuvre parce que globalement, on a des outils. Le chemin Ouais, est prêt. le chemin est prêt et les outils, C'est ouais, vrai que par rapport à il y a 10 ans, exactement, 15 ans, ouais, exactement. bien avancé sur le Ouais, sujet. vraiment. Et puis voilà, les outils, tous les prestataires, toutes les chaînes de valeur, la chaîne, par exemple, la chaîne des traiteurs, la chaîne des standistes, vous trouverez à chaque fois des prestataires qui ont fait le travail, qui ont fait l'effort. Donc là, il n'y a plus beaucoup d'excuses pour dire, oh là là, mais moi, je ne trouve pas le prestataire, je ne trouve pas l'outil, je ne trouve pas le machin. Donc, on va avoir des indicateurs comme ça. Voilà, quelque chose pour montrer que c'est pas toujours. Encore une fois, il y a le carbone, mais pas que le carbone. Par exemple, vous avez une offre ou un produit. Par exemple, si on fait du marketing responsable, on arrête. J'imagine que personne chez tes auditeurs ne le faisait, mais on arrête, par exemple, d'acheter des faux commentaires, des faux fans ou des faux likes sur les réseaux sociaux, par exemple. Là, c'était à l'époque pour augmenter. Voilà, bien, hein. oui, mais malheureusement, ce temps-là n'est pas totalement révolu. C'est-à-dire que nous, quand on fait des audits, mais aussi qu'on est souvent encore à entre 15 et 20% de faux. Oui, comme ça. Oui, Encore. ouais. Donc attention. C'est-à-dire que... Et là, pareil, c'est pour ça que je parle souvent, C'est moi. aussi une question d'éthique. Alors, c'est le mot que j'allais employer. C'est exactement le mot que j'allais employer. Donc, tu vois, parce qu'en fait, là-dessus, avant que la police vienne vous chercher, qu'un juge vienne vous chercher, voilà, il y a très peu de risques. Je le dis, il y a très peu de risques qu'on vienne nous chercher. Il faut arriver à démontrer qu'il y a un préjudice, etc. Donc, en fait, ça renvoie plutôt à l'éthique. C'est-à-dire que l'éthique, c'est vraiment quand on n'a pas le gendarme au-dessus de l'épaule, est-ce que je fais ou est-ce que je fais pas? Globalement, là, faire des faux commentaires, ça coûte pas cher, c'est quasiment invisible. Donc en fait, le seul levier pour ne pas le faire, c'est votre éthique. Et c'est là que ça devient d'ailleurs intéressant. Et on peut me dire aussi, ah mais mes concurrents le font. Et c'est tout le sujet que tu as évoqué tout à l'heure, c'est de se dire, et donc c'est tout le sujet en se disant, bah oui, tes concurrents le font, etc. mais il ne faut pas le faire. Un axe de différenciation. C'est aussi ce que tu abordes, cette notion de sincérité et d'honnêteté dans la transparence des messages marketing qui se retraduisent dans les outils de com et tout à fait. Dans ce qui se décline complètement sur les campagnes de pub, sur d'autres sujets. Exactement, cette notion d'humilité, voilà, d'un discours d'humilité, de dire qu'on n'y est pas si on n'y est pas, de pas survendre, si évidemment d'être toujours en marketing et en com, c'est le point de base du marketing responsable, c'est le discours de preuve. Il y a une expression que j'aime bien, on a un collaborateur ici qui est d'origine québécoise, et donc il a une expression, il a ces expressions, mais il y en a une qui est vraiment très intéressante. Il dit en gros, les babines viennent après les bottines. D'abord on fait, et après on parle. D'accord. Voilà. Donc les babines, elles viennent après les bottines. Voilà. Donc, d'abord on fait les choses, d'abord on délivre. Puis après, on raconte. Après, on a la légitimité pour raconter ce qu'on a accompli. Voilà, dit dans un discours de marketing, ça s'appelle un discours de preuve, voilà, et de vraies preuves avec un tiers de confiance, c'est-à-dire pas des autolabels, pas des évaluations qu'on a fait dans sa cave tout seul dans un coin, etc. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ton triptyque autour de la raison d'être? Oui, moi je parle souvent, face à la raison d'être, et on a eu beaucoup évidemment, on a fait beaucoup d'études pour des entreprises, soit en amont, soit en aval, soit pendant. Ouais, voilà, sur les sujets de raison d'être.
Et en fait, le vrai constat que nous on fait, c'est là toujours pareil, il y a un petit côté juge de paix dans les études, c'est de se dire, mais finalement, euh, à côté de ta raison d'être, quelle est ta raison de faire? Qu'est-ce que tu délivres pour de vrai? Et notamment, au moment de la crise Covid, certaines entreprises ont été confrontées à un moment intense où c'est justement, enfin, selon la phrase un peu connue, c'est quand la mer se retire que l'on voit qui se baigne tout nu, quoi. Et donc, des moments de crise et des moments de crise, la mer se retire et on voit qui a fait et qui n'a pas fait, quoi, qui était au rendez-vous. Je sais pas, pour prendre un exemple que j'aime beaucoup, qui est la Maïf. Voilà, pendant la crise Covid, la Maïf a remboursé tout ou partie des primes d'assurance automobile en disant à ses sociétaires, donc, vous n'avez pas roulé, donc vous n'avez pas pris de risque, donc j'ai pas eu à rembourser, donc je vous rends votre cotisation. Le montant. Voilà. Donc, et ça, et même ils ont fait encore plus fort, ils ont dit, si vous en voulez pas du montant, on flèche vers une association qui en bénéficiera. Donc là, il y a un petit côté, comme diraient mes enfants, ils ont plié le game. Il n'y avait pas beaucoup de choses qu'on pouvait faire. Et là, on n'est pas dans la tchatch, on est vraiment dans le faire. Et puis, je rajoute, moi, un autre élément, et ça, d'ailleurs, c'est bon, c'est pas marrant du tout, d'ailleurs, mais je le disais bien avant les sujets sur l'inflation, mais je disais, le triptyque, c'est raison d'être, raison de faire et raison d'avoir. Il y a un vrai sujet, et là, on en revient à cette notion. Si une innovation, si un élément RSE, si votre raison d'être aboutit à une offre ou des produits qui ne sont plus achetables par vos clients, vous ratez la raison d'avoir. Et là, on le voit sur le bio, par exemple, en ce moment. Le bio, c'est vraiment une vraie crise en France, une vraie crise sur le bio. Le lait bio, on commence à avoir des gens qui vendent leur lait bio comme du lait normal pour avoir un débouché économique. C'est-à-dire que c'est... Parce qu'il y a cette différence de prix. Il y a une différence de prix qui n'est pas accédable. C'est pas que là, le groupe IFOP vient de sortir il y a une grande partie de la France qui a en gros qui reste chaque mois avec 100 euros sur. Donc en fait, il y a un sujet, c'est d'accessible. C'est pas l'acceptable, est-ce que c'est accessible? Manger de la fraise du Tarn bio, c'est pas forcément accessible. Donc c'est tout le problème. D'ailleurs, j'ai eu une fois dans un séminaire, enfin dans une conférence, un débat sur la marque de fast fashion chinoise Shein. Et il y a des personnes qui me disaient mais enfin, c'est très condescendant de critiquer, parce que moi, ça me permet d'accéder à quand même des vêtements à la mode. Voilà. Et donc, il y a tous ces débats-là entre la raison d'être et la raison d'avoir, en fait. Donc, moi, à chaque fois que je parle de cette notion d'entreprise à mission, raison d'être, j'essaie d'amener mes clients à vraiment réfléchir sur vraiment aussi le pacte de l'action. Enfin, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Enfin, ou stress tester la raison d'être face à l'agir, et quand même mettre toujours cette composante économique dans ce troisième pilier en disant, mais à la fin des fins, qui achète quoi concrètement? Est-ce qu'il y a ce marché exactement, et quelle est la taille de ce marché? Exactement. Ou alors sinon on arrive sur des niches. Oui. Après ça peut être un choix. Voilà. Un choix de positionnement. Voilà, ça peut être un choix de positionnement. Complètement. Qui peut complètement évoluer par rapport au démarrage de l'entreprise avec sa vision de produit ou de service. Ça fonctionne aussi bien pour le B2C que pour le B2B. Il y a les deux réflexions. Tout à fait. Dans les questions que j'ai l'habitude de poser à mes invités, l'éco-geste, est-ce que tu en as un que tu aimerais partager ou un qui est utile pour les générations futures? Tu as parlé de tes enfants ou d'autres. Est-ce qu'il y en a un que tu as envie de partager? Alors, j'en ai un que j'ai envie de partager, et bon, cette question-là, on l'avait préparée. Enfin, tu m'avais dit que tu posais cette question-là en permanence, etc. Donc, elle m'a fait réfléchir, parce que je me suis dit... Lequel et en fait, je me suis dit, je vais prendre en tout cas quelque chose qui me représente et qui peut être un pas de côté, mais en tout cas pour moi, je le classe comme un éco-geste. C'est un éco-geste plutôt intellectuel. C'est mon éco-geste à moi, c'est d'être nuancé. Et en fait, je pense que c'est un éco-geste. Parce que je pense qu'aujourd'hui, en 2023, regarder le monde, regarder les choses, regarder l'actualité, regarder ces sujets de RSE dans une démarche de nuance. Il y a un livre que j'aime beaucoup qui est signé par Jean Birenbaum qui s'appelle « Le courage de la nuance ».
Mhm. Et en effet, c'est un vrai travail que d'être nuancé. Et moi, j'essaie de le donner à mes... Enfin, voilà, de partager ça, en tout cas, avec mes enfants. J'ai 2 grands-enfants. Et donc, de se dire, finalement, comment on peut avoir une position mesurée sur les choses. Ça prend du temps d'être nuancé, ça oblige d'ailleurs à la lenteur, ce qui me va assez bien par rapport au sujet RSE, hein. Ça oblige à de la lenteur, au fait de partager de la donnée, de pas basculer dans une forme d'immédiateté, de fureur, de radicalité. Et donc ça me plaît bien. Et En fait, c'est ton côté philosophe qui parle plus que ton côté... bah, c'est les deux parce qu'en fait, c'est aussi la nuance, elle arrive aussi quand même par les éléments scientifiques. Si on veut essayer de, alors, il y a du côté philosophe, c'est la dimension de doute. Pour être nuancé, en tout cas, il faut pas croire qu'on a toujours raison, ça c'est sûr. Enfin, faut accepter que l'autre peut avoir un autre point de vue et peut-être se dire que on peut essayer de le comprendre. Donc ça renvoie aussi à un sujet d'écoute que tu as abordé, qui est voilà. Et puis voilà, exactement. Et puis quand même, il y a un sujet assez vite sur les notions d'objectivation, de données, etc., etc., en se disant, bon, finalement, il y a une phrase d'ailleurs que Étienne Klein cite souvent, qui n'est pas de lui, qui est de Proust. Donc je vais la partager avec ses auditeurs. Donc je fais mienne une citation de Proust donnée par Étienne Klein pour bien remettre tout voilà. Il dit, donc il cite Proust et il dit, j'ai toujours honoré ceux qui défendent la grammaire et la logique. On se rend compte 50 ans après qu'ils ont conjuré de grands périls. Donc voilà, enfin, essayer de se poser sur la logique et de se poser sur la grammaire. Moi, je dis souvent d'ailleurs que les gens du marketing, ça devrait être les chiffres et les lettres. Voilà, comme les communicants. Voilà, voilà, exactement. Donc les chiffres et les lettres, il y a un peu de ça. Et quand on aborde des sujets comme ça, ben finalement, c'est un éco-geste. Si tout le monde était plus nuancé, je pense qu'on arriverait à trouver des solutions, par exemple, plus désirables, plus durables, voilà, avec moins d'à-coups, avec moins de violence, avec moins de... Parce que finalement, le monde de demain, RSE, il faudrait qu'il soit désirable. Ou alors, ce serait une dictature. Parce que sinon, c'est tout le sujet. Et c'est peut-être là le problème aujourd'hui, Oui. c'est qu'il n'est pas suffisamment désirable Oui, pour en faire un monde attirant. exactement. C'est exactement ça. Avec toute la nuance Mais c'est pour ça, exactement. Mais c'est pour ça que les gens du marketing et de la com ont un rôle majeur. C'est-à-dire que c'est à eux de rendre les solutions responsables en matière de RSE désirables. Donc c'est un énorme job, hein. Quand par exemple Jean Covici, qui est plutôt voilà, qui fait des BD pour rendre les choses pédagogiques, etc., mais quand il dit dans votre vie vous aurez le droit à 4 vols en avion, point. Et après, ce sera le tirage au sort. Ça, il le dit avec justesse, il le dit avec plein de data, etc., etc. Mais je ne sais pas ce qu'on pensait des auditeurs là quand ils nous écoutent, mais moi, c'est dur. Voilà, c'est ça, c'est complètement pas désirable. Quand je regarde ma vie, moi j'ai donc 50 ans passés, si on m'avait dit à 22 ans, d'ailleurs je crois que mes 4 vols, je les avais déjà pris à 22 ans, donc que j'en aurais plus. Là, en tout cas, au regard de mon âge aujourd'hui et de ce que ça m'a permis de découvrir comme culture, comme diversité, etc., je me dis, ça, c'est pas désirable. Donc, comment on fait, quoi? Voilà. Et ça va être les gens... Mais ça... Est-ce que ça va être le mot de la fin Est-ce que tu as pensé à un invité que je pourrais convier à un futur épisode? J'aimerais bien que tes auditeurs entendent Thierry Libart. Thierry Libart, qui a justement eu un pied dans l'entreprise pendant des années, qui a ensuite passé une thèse, qui est devenu un patron de laboratoire de recherche en sciences de l'information et de la communication, qui est aujourd'hui membre du Conseil économique et social européen, qui a écrit pas mal de bouquins sur le sujet de la RSE. J'ai lu son dernier. Voilà, qui s'appelle Les vents porteurs, qui est très intéressant justement sur l'incommunicabilité, ou justement cette difficulté à communiquer des sujets de RSE et de transition écologique. Et c'est un personnage intéressant parce que il a par exemple eu l'idée, de l'étincelle. C'est lui qui a pensé l'indice de réparabilité. Et au début tout seul, puis ensuite il a réussi à agréger 2 personnes, 3 personnes, 5 personnes, des associations, etc., etc. Et au final, ensuite, il y a un vote à la Commission européenne sur l'indice de réparabilité. C'est-à-dire et c'est là où je trouvais ça intéressant, au-delà de
pourrais aborder avec lui, Oui. l'obsolescence programmée. par Et voilà, exemple. exactement, tous ces sujets-là. Non, mais tous ces sujets. Et c'est intéressant de voir que une personne seule au début qui est motivée, alors qui sait bien réfléchir, qui a un réseau personnel, etc., peut arriver à quelque chose qui transforme l'Europe. Parce que c'est ça le sujet, quoi. Et donc, c'est intéressant à écouter. Ce serait un vrai plaisir de. On va faire en sorte que ça se passe. Écoute, merci Assaël. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour tout le temps, pour ces échanges très instructifs, plein de mots. L'échelle de Richter à garder avec cette boussole RSE qui peut aussi nous guider avec l'ensemble d'indicateurs et d'indicateurs nouveaux à suivre en mesure pour les marketeurs et les communicants. Ce GPS à garder en tête, ce triptyque de raison d'être. Enfin, voilà, il y a plein de choses que tu as citées et qui nous vont marquer dans l'esprit, j'en suis sûre, les auditeurs. Donc un grand merci. Merci Diane, merci à toi, merci beaucoup, bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast Marqueur. J'espère que les propos de mon invité vous ont inspiré. Si vous avez apprécié ces échanges, n'hésitez pas à vous abonner à Marqueur et à liker l'épisode. À très vite.